Bonjour, bonjour, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre dans votre magazine Bonjour d'Algérie. Je vous souhaite de passer d'agréables moments en notre compagnie. Pour le programme de cette matinée, nous aurons le plaisir de recevoir un réalisateur parmi les réalisateurs engagés dans la dénonciation justement de toutes les exactions qui ont eu lieu durant différentes périodes de la colonisation. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à une période en particulier, mais aussi à des faits en particulier. Il s'agit des enfumades du Dahra qui sont mis en relief à travers un film documentaire qui sera projeté pour la première fois aujourd'hui, même au niveau de Villa Abdeltif. Donc le réalisateur sera parmi nous. Il s'agit de Abdelrahman Mustafa. Mesdames, messieurs, nous parlerons également de cinéma et d'images avec Nabil Kitouni et ses invités. C'est dans l'espace et dans la rubrique consacrée au cinéma ce matin. Une autre rubrique consacrée aux arts visuels et aux arts plastiques de manière générale. Pour les fidèles, ils la connaissent déjà. Il s'agit de Mosaïque. Nous aurons l'occasion de retrouver deux artistes, Meriem Gouraya et Nihad Kerba plutôt. Ce sont les invités de Nassiba Jaidir, bien sûr, qui dirige avec brio cette rubrique et cet espace que nous aimons et que nous chérissons. Alors, dans notre matinale aujourd'hui, nous aurons le plaisir également de parler d'un des poumons d'Alger, d'un joyau et un trésor de la capitale. Il s'agit du Jardin d'essai et c'est à l'occasion d'une convention de partenariat à même justement de renforcer toutes les capacités justement du personnel chargé de la conservation dans cet espace. Voilà qu'un chat passe par ici. Donc merci encore d'être avec nous, mesdames, messieurs. Tout de suite, je vous propose de suivre un point météo. Le temps pour moi de respirer, de reprendre mon souffle. À tout de suite. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Mina. Bonjour. Ça va? Ça va? Mina Abed, mesdames, messieurs. Voilà. C'est moi. J'ai dit point météo et j'ai pas dit la signature. Donc voilà, ça va? En forme ce matin? Ça va. Oui. Pour vous m'avez dit il faut boire de l'eau? Faut boire de l'eau. Je n'ai pas assez bu d'eau. Vous avez raison, vous savez. Et puis voilà, il y a un événement heureux. On félicite notre collègue, M. Zitouni, pour la naissance. Ce nouveau petit bébé, donc Wided. Et nous avons eu l'occasion de justement de savourer une tammina comme on aime. Elle était bonne. Hein. Très bonne. Voilà, mais bon, sucré, donc automatiquement dans la gorge. Ça va, Mina? Ça va. Je vous empêche de démarrer, je sais. Mais vous non, attendez c'est avec toujours un plaisir impatience de voir vos cartes. Et moi, je vous retarde. Même pas. J'ai pas très envie d'annoncer les températures. Ah, mon Dieu. Je présume que on va pas sortir content ce matin, non? Non, pas vraiment. Pas trop. Allez-y, peut-être que ça va me surprendre agréablement. On ne sait jamais. On va Vous voir. ne connaissez pas mes goûts quand même. Quand ça dépasse les 40 degrés ici, vous aimez bien? Non, je connais. Oui, non, vous avez raison. Allez-y. Qu'en est-il justement du temps, s'il vous plaît? Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Eh bien, on notera quelques nuages en cette début de matinée sur l'ensemble des régions côtières et puis le ciel restera dégagé à partiellement voilé en journée. Quelques orages à partir de cet après-midi sur les reliefs intérieurs et les Aurès. Sur la partie sud, beaucoup de soleil du Nord-Sahara vers l'extrême sud. En passant par le Sahara central, le Sahara oriental, le Hogar et le Tassili, mais on notera un ciel plutôt voilé, notamment sur le sud-ouest et la Saoura. Quelques soulèvements de sable également, notamment sur les régions intérieures, le Nord-Sahara, les oasis, le Sahara oriental et le Sahara central. Les températures de cet après-midi, eh bien effectivement, les températures vont rester en hausse sur les régions intérieures avec 44 degrés à Msila, on sera 42 degrés à Bouira, 35 à Tiaret, 42 degrés à Constantine, 39 à Sétif, 34 degrés à Alger, 33 à Hanaba, 44 degrés à Gardaya, 42 degrés. Béchar, 40 à Tindouf, 46 à Hassim Saoud, 43 degrés à Elizi. Et enfin 47 degrés, ce sera la maximale à Adarar. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, eh bien, on notera un ciel plutôt dégagé, peu nuageux, à Paris, Bordeaux, Marseille, Madrid, Lisbonne, Berne. On notera un ciel plutôt couvert à Rome. On notera un petit peu de pluie à Budapest, Varsovie, Bucarest. Côté Mercure, on notera 18 degrés à Varsovie, 19 à Prague, 25 à Budapest, 24 degrés
À Bucarest, 34 degrés. À Rome, 37. À Athènes, 31 degrés. À Marseille, 30. À Bordeaux, Madrid, 25. À Lisbonne et enfin 23 degrés à Londres. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Merci beaucoup, Mina. Merci à vous. Ouais. Ben, on plaint vraiment les habitants du Sud. Hein. Exactement. 46, 40, à l'ombre. 47. À l'ombre, hein, c'est des températures à l'ombre. Oh là 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 là. Je plains vraiment toute la population du Sud algérien. On leur souhaite bon courage pour cette Exactement. journée. J'espère qu'il y en aura de plus clémentes à partir de... On l'espère, on Ouais. l'espère. On parle d'une baisse de la température quand même en fin de semaine. Est-ce que c'est vrai? Au nord, oui, nord mais au seulement, sud, le non. Sud, pas Pas encore. grand-chose, non. Ah, voilà. Bon courage. On compatit. Exactement. Profitez des soirées. Je sais Hydratez-vous surtout. Oui, il faut beaucoup boire et c'est vrai qu'en ces temps-là, on évite de sortir et c'est beaucoup mieux. Exactement. Bon, sauf pour les personnes qui sont obligées de travailler, de se rendre au marché, etc. Donc ce n'est pas évident. Eh oui. Merci beaucoup Mina. Merci à vous, Passez une excellente journée. Bonne On se journée. quitte en musique. avec plaisir. Allez, je vous offre une chanson. En fait, c'est Mina qui vous l'offre. Hein. Allez, Ah oui. de Mina Mina, ça passe très bien. Donc il s'agit d'Anas. Dans mon monde, c'est pour tout de suite. Et c'était Anas, mesdames, messieurs. Donc nous quittons tout de suite le monde d'Anas pour les univers que nous propose Nassiba Jaidir. Aujourd'hui, on va voir à qui et à quoi elle s'est intéressée. Bonjour. Bonjour Adia, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver tous les mardis Oui, ben pour nous vous aussi. faire voyager Nous dans aussi. le monde de la couleur Nous aussi. et rien que de la couleur. Et oui, tout à fait. Et chaque fois, les empreintes sont belles. Oui, des et empreintes différentes. algériennes essentiellement. Absolument, tout à fait, Voilà. différentes les unes des autres. Vous nous Et promènerez c'est assez où riche, hein, cette c'est assez semaine riche et diversifié. Disons, tout au long de cette saison, hein, on a eu beaucoup d'événements dans le domaine des arts plastiques, tout à fait. Effectivement. Alors cette Donc, fois-ci, on va vers quelle galerie on va cette vers semaine un nouvel espace Mhm. qui se trouve au niveau et qui est situé à l'intérieur du TNA. Ah oui, on en avait parlé une Niveau fois. supérieur. Et bon, mais c'était TNA Galerie qui avait été inaugurée. L'espace avait été inauguré il y a quelques années de cela. Il y avait eu Salah Mala qui était commissaire d'exposition, qui avait organisé une exposition de peinture. Il y avait Nedja et Sergoua. Il y avait tout un collectif d'artistes Très bien. connus sur la scène artistique algérienne. Ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé. Rupture, et puis après, Rupture reprise. totale. Et cette année, alors là, ça a été la grande surprise. Relance. De cet espace qui par la direction du Théâtre national algérien Mahidine Bachtarzi. Très bien. Alors, l'organisatrice, en l'occurrence Nour Shiraz, qu'on salue ce matin si elle nous regarde, qui est commissaire d'exposition, elle a lancé un appel via les réseaux sociaux, la presse écrite, et un appel qui a été lancé en direction des artistes pour leur demander s'ils voulaient exposer dans cette galerie. Alors, il y a eu au moins 250 à 300 inscrits. Postulant, oui. Voilà, Mhm. bon, elle ne pouvait pas retenir tout le monde. Donc, il y a eu une sélection qui s'est faite et par un jury, je pense. Et 46 artistes ont été retenus. Et parmi ces 46 artistes, il y a 2 artistes que nous avons invités, que je vais présenter tout de suite. Ah bah oui. Voilà, alors, il s'agit de Mariam Gouraya. Bonjour. Bonjour, Merci d'être des nôtres. merci pour Accompagne- l'invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. Accompagné par Niheb Kerba. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Alors, 2 artistes, 2 jeunes artistes autodidactes qui n'ont pas spécialement fait, qui sont pas spécialement fait les Passé grandes par écoles, l'académie. qui sont ou l'école autodidactes, académique, qui sont passés par des ateliers de peinture, de dessin, et qui ont une passion commune, c'est l'art, et qui vont nous raconter, chacune d'entre elles, leur petite histoire. Alors on commence par Mariam Gouraya. Bonjour. Vous êtes vétérinaire, vétérinaire de formation et de profession.
Tout à fait. Formation, profession, vous êtes lancé voilà, de formation plutôt. De formation initiale vétérinaire. Vous avez travaillé durant de longues années. Dans l'industrie pharmaceutique, humain. Oui. Parce qu'entre-temps, j'avais une passion qui était la science médicale. J'ai fait vétérinaire. Ma grande passion qui était le marketing parce qu'il y avait beaucoup d'analyse, de créativité. Et disons qu'il y avait l'art qui passait toujours là. Donc ça a été toujours avec des petits loisirs créatifs, de personnel, accomplir, on est à la maison, faire un petit dessin. Et entre-temps, pendant tout mon parcours professionnel, je n'ai pas arrêté de me former et j'étais à la quête d'assouvir ce besoin de m'informer et de me former sur tout ce qui est domaine de l'art, comme étant, n'ayant pas fait, comme vous avez dit Nassiba, pas fait d'école des beaux-arts. Donc on est à la recherche de nouvelles techniques, de recherche. Donc j'ai été d'ateliers de dessin, de peinture, de mosaïque, de poterie. Et j'ai été aussi, je suis coach en développement. Votre langage. Voilà. Et j'ai fait une certification en coaching et en développement personnel. Et il y a une année de cela, c'était comme une révélation, disons. Et pof, c'est quoi ma voie? J'adore le pharma, j'adore le marketing, mais ce que j'adore le plus, c'est transmettre ce que je sais faire et c'est vivre l'art, l'art en général. J'ai arrêté de travailler pour me lancer dans cette carrière. Disons. Voilà, et vous avez des projets, on reviendra sur vos projets dans un petit moment. Alors je me retourne vers vous, Nihab Kerba. Belle histoire en tout cas. Oui, tout à fait passionnante et puis... Et motivante. Motivante, qui n'est pas terminée. Hein. Elle va nous raconter la suite. Hein. Elle va nous raconter la suite tout à l'heure, hein, parce qu'elle elle en a des projets. Alors Nihab Kerba, vous êtes aussi une jeune artiste autodidacte. Vous avez répondu à l'appel qui a été lancé par la direction du TNA et de la commissaire d'exposition, Noor Shiraz, et vous participez à cette exposition au niveau de cette galerie. Bon, premièrement, oui, alors racontez-nous un petit peu votre aventure. C'était une chance pour moi parce que moi je me trouve pas trop dans une galerie, donc j'ai pas envie de rater l'occasion, surtout pour connaître, parce que c'était beaucoup plus une rencontre. Rencontre et l'échange, voilà. Alors on va préciser que vous êtes versé dans le street art. Vous avez fait des études universitaires en commerce international et vous êtes versé dans le street art. On va tout à l'heure, dans un petit moment, après avoir découvert bien entendu l'exposition, on verra ce que vous avez fait. C'est vrai qu'on n'est pas confiné dans une galerie. Oui, tout à fait. Le street art, c'est en pleine rue. Aller à la rencontre du grand public, rencontrer un public qui s'intéresse aussi à l'art. Vous êtes en pleine rue, en plein boulevard des fois, quel que soit l'endroit, et vous peignez comme ça à ciel ouvert. Bon, j'ai pas terminé mes études universitaires parce que j'étais prise par le monde artistique. Parce que pour moi, je suis autodidacte, donc je peux pas rester sans dessiner ou sans faire une œuvre. Vous êtes passionné, alors il aurait fallu faire l'école des beaux-arts, carrément. J'ai pas envie de gaspiller des années de ma vie. Vous avez préféré rentrer dans le monde artistique directement. Bien sûr. Donc quelques années à l'université et puis direction l'art, le street art. Ah oui, le monde artistique, il est très grand. Donc je préfère de faire un mur dehors et de rentrer en contact avec les gens. Au lieu de rester dans une galerie. Donc c'est rare où je participe dans une... c'est votre choix. Voilà. Et là, c'est une première? C'est la première fois que vous exposez dans une galerie? C'est ma troisième fois dans une galerie. D'accord. J'ai commencé à 18 ans de faire des expositions. Maintenant, j'ai presque 25 ans, donc j'ai passé quand même une... Ça fait quand même plusieurs années, et sur toutes ces années, seulement 3 fois en galerie. C'est peu, donc c'est rare. C'est une occasion parce que je fais partie d'une génération qui aime la rue, qui aime la musique, la danse dehors, la peinture. Donc j'aime bien montrer mon travail aux gens dehors parce que les gens ici s'intéressent pas trop à une galerie. Vous pensez que disons qu'il n'y a pas beaucoup d'amateurs d'art, j'ai pas très bien compris. Les gens ne rentrent pas très souvent. C'est-à-dire que c'est plus accessible dans la rue
que dans une galerie. Bien sûr. Ce sont que les habitués des galeries, ceux qui rentrent. C'est pas facile des fois de. C'est vrai que vous avez utilisé le mot Voilà. habitué, effectivement. Oui, les Ce sont des habitués qui fréquentent les galeries en les général. collectionneurs, voilà, les. C'est bien d'aller vers le public comme ça et Comme de ça, aller à la rencontre. ramener Et de la couleur, comme vous oui, disiez bien tout à sûr. l'heure. Et à ciel ouvert. J'aime bien montrer mon style, le style abstrait. C'est un style moderne Voilà. qui est très intéressant, surtout les couleurs, les motifs, le message. Vous nous avez ramené quelques photos. Est-ce qu'on peut les voir Oui, là, on tout les de voit. suite On en avait une On en a vu une. à l'instant. On va essayer de voir une autre peut-être. Bon, là c'est la C'est un autre peinture. tableau. C'est Bon, là toujours c'est dans la l'abstrait. peinture. Oui, ça c'est la peinture qu'on va découvrir dans l'exposition. Mais peut-être qu'on va voir d'autres photos puisque vous avez eu à pratiquer le street art en Tunisie. Bon, en Tunisie c'est un projet, mais en Égypte. En Égypte, oui. C'était la participation algérienne dans le D'accord. Caire, la capitale de la jeunesse arabe. C'est ce mur là que vous avez. Non, là c'est Alger. Non, plutôt. c'est un mur. Oui, mais un c'est mur sur en Alger, bois. c'est sur. C'était la fête de Yenaïr 2018 Yenaïr. avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. D'accord. Donc c'est ok. moi qui ai fait le décor. D'accord. Là, ce sont vos œuvres aussi. Oui, Voilà, ouais. tout à fait. Mais on n'a pas vu encore, bon, on la verra tout à l'heure quand l'image sera prête, ce que vous avez réalisé en Égypte. Ouais. Voilà, on Bon, verra c'était ça une tout à l'heure. phrase collective, mais il y a une touche de moi. Vous les avez contaminés sur un espace, Voilà. j'imagine. Et vous avez des projets aussi, vous allez nous en parler dans un petit moment, mais Bien avant cela. Est-ce que c'est... Non, celle-là, c'est Non, une- ça c'est l'œuvre qu'elle a exposée au niveau de la bien. galerie. On va la voir tout à l'heure. Ne On s'inquiète pas. voit le reportage? Oui, on va découvrir parce que Très bien. bon, ce qui fait l'actualité cette semaine, c'est justement cette exposition qui se trouve juste en face, la galerie, parce que c'est Ah, on c'est la au voit en théâtre, plein c'est au- travail, Voilà. là. Ah, là, on la Oui. voit en plein travail. Bon, on va C'était pas une découvrir. conférence de l'Union africaine. C'est toujours avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. D'accord. J'ai fait une animation live devant les ambassadeurs africains et tout. Sur D'accord. scène. Ouais, tout à fait. C'est pas facile de Sympathique. faire Facile, quelque hein. chose C'est sur pas facile scène de se mettre, devant. c'est pas Pas nu. facile. C'est une manière de se mettre à nu et c'est ça qui n'est pas facile. Bien Je pense sûr, que, ouais. en général, les artistes se cachent pour travailler. Vous, Non. c'est pas donné à tout le monde Voilà, de j'étais s'exposer exposée comme ça. comme ça. Donc, Excellent. Ah, tout à c'est pas fait. facile, ouais. Bien, on va découvrir On aussi va voir un cette, autre- cette sélection. Oui, d'artistes cette sélection ensemble. d'artistes. Cette galerie se trouve au niveau du Théâtre national algérien Mahidine Bachtarzi. Et on n'y accède pas par l'entrée principale. C'est le côté. Il y a une c'est- ouverture. ouais, il y a une ouverture. porte, C'est juste en spéciale. face du marché Ahmed Bouzrina. Très bien. Donc en plein quartier populaire, on peut découvrir cette galerie, cette exposition où exposent tous ces jeunes artistes qui ont du talent. Et donc, on va Voilà. découvrir les empreintes Et qui- respectives sur ce Voilà, reportage. et qui sont venus de différentes régions d'Algérie, Radia. Voilà. Merci, Alors on Nassiba. découvre cette exposition très contrastée au style varié à Théana Galerie. Et c'est parti. Dans l'atmosphère ambiante de cette galerie, une exposition contrastée et au style varié. Une exposition qui nous donne à contempler et à apprécier le talent des uns et des autres. Les œuvres sont signées par des exposants originaires de différentes régions d'Algérie. Inauguré récemment, cet espace situé au niveau du Théâtre national algérien encourage la jeune création. Pour la circonstance, ils sont pas moins de 46 artistes à participer à cet événement culturel. Ils ont en commun de la passion pour l'art. Nous avons eu en total 250 inscrits. Donc ça pleuvait de partout. Et pour la plupart du temps, les gens avaient beaucoup plus besoin d'un espace d'expression libre. Ils disaient, est-ce que le thème est libre? Et puis en leur disant que le thème était le pourquoi de la création et que tous les pourquoi étaient les bienvenus, ils étaient contents. Donc je peins pour le plaisir, ou je peins pour un engagement, ou je peins pour un message, ou je peins pour la beauté.
toutes ces raisons-là étaient les bienvenues. Une exposition collective où formes et couleurs évoluent en harmonie. Bien ancrées dans le terreau culturel algérien, des œuvres attirent le regard. Des œuvres où les sentiments mûrissent et s'extériorisent. Chacune d'entre elles dégage une émotion particulière. Dans ce champ thématique et créatif, des expressions artistiques aussi diverses les unes que les autres. Au gré des coups de cœur, ces artistes en herbe nous dévoilent bien des émotions. Des émotions à partager dans cette exposition. J'ai choisi la photo comme support pour passer des messages, et aussi c'est une passion, c'est-à-dire je m'amuse à prendre des photos, à jouer avec l'éclairage et tout. C'est un autoportrait. J'ai joué aussi avec différentes sources de lumière, différents objets, du verre, toutes sortes d'objets. Tout ce que je pouvais retrouver, tout ce que j'ai trouvé chez moi, je l'ai utilisé afin de créer une ambiance particulière. Ces œuvres d'art se nourrissent du quotidien et questionnent les chemins intérieurs. Chacun de ces exposants évolue dans son univers. Les uns se recherchent, les autres avancent et explorent. Autodidactes pour la plupart, ils semblent s'épanouir dans la création. La création comme moyen d'expression et d'évasion. Ces jeunes artistes laissent libre cours à leur créativité. Ils laissent parler leur imaginaire. Des idées, un concept, dans une dynamique artistique en perpétuel renouvellement. Cette installation que vous êtes en train de voir, sa démarche repose sur la belle parole donc, et son impact sur l'individu. Donc c'est très positif comme installation. Donc ça interpelle quand on vient, quand on voit il y a deux contrastes dans cette installation. Il y a le côté rigide qui est la bouche, qui est faite avec du métal. Donc c'est une sculpture. Et nous avons les papillons qui représentent la parole, qui représentent l'éphémère comme la parole, donc qui sont faits avec du papier mâché. Un artiste contemporain aujourd'hui, il essaie d'apporter une démarche artistique, une démarche scientifique, une démarche qui repose très souvent sur des recherches pour pouvoir faire sortir à la fin une œuvre qui interpelle, une œuvre qui explique un phénomène de la vie, mais d'une façon très pertinente. Dans cet espace d'échanges et de rencontres, des expériences à partager. À partager dans un espace qui favorise l'expression de la diversité et encourage les jeunes talents. Une belle action culturelle de la part du TNA et des organisateurs qui mettent en scène les arts plastiques. Et voilà, la discussion, voilà, les idées foisonnent sur le plateau. Beaucoup de réactions autour de l'expo. Oui, de l'œuvre de Khéro. Une très belle exposition, très contrastée, au style varié, je le disais. Il y a des jeunes talents, il y a aussi quelques professionnels. Là, on était en train de parler justement de l'œuvre de Khéro. On commentait le travail de Kherdine. On salue ce matin. Qui nous regarde, c'est notre collègue de travail et on a réalisateur. Voilà, on connaît maintenant son pseudo. Ah oui, Khéro. Non, le Selkman. Ah oui, Selkman. Selkman, c'est sympathique. Selk, donc métal. C'est une fan de cet artiste, mais vous l'avez rencontré pour la première fois au niveau d'exposition? Oui, tout à fait. Je suivais ses publications sur ce qu'il faisait dans les réseaux sociaux. Il fait des petites réalisations avec du métal et qui poste avec un arrière-plan toujours d'Alger, et j'ai toujours adoré son travail. Et c'est grâce à cette exposition et j'ai mis un visage sur
l'artiste qui réalisait sur ça. des œuvres Voilà. que vous aimiez déjà. Oui, ceci pour dire que les expos collectives, c'est intéressant, c'est un espace aussi dans une galerie d'échanges et de rencontres. Et en fait, vraiment, moi aussi, j'ai été attirée par son travail. Une première fois, Une belle sculpture, en tout cas, première cette fois par bouche. l'installation qu'il avait réalisée. Je ne sais pas si vous avez visité une très belle exposition d'art contemporain à Espaco. D'ailleurs, c'est un espace d'art moderne et contemporain. Et il utilise beaucoup le métal. Ouais, des Il utilise- ressorts. Je me rappelle qu'il avait combiné comme ça Absolument, une c'est série une de très très ressorts. belle installation. Et là, on découvre une autre œuvre de Hérault qui est magnifique. Papier mâché, il avait fait une résidence. La il avait symbolique est très belle. Oui, il avait participé à une résidence d'artistes et ils avaient travaillé sur le papier mâché. On aurait pu l'accompagner d'une chanson. Les paroles, les paroles, les paroles. Ouais, voilà, c'est vrai. Les paroles s'en vont. C'est magnifique, magnifique, cette belle sculpture et cette exposition. Alors on revient à cette exposition. On va revoir dans un petit moment votre œuvre, puisque vous étiez 46, donc forcément vous avez participé avec une seule œuvre par rapport à l'espace. Vous ne pouvez pas participer avec une ou deux œuvres. Espace insuffisant. Absolument, espace insuffisant. Alors on va voir votre... dans un petit moment, dès que l'image sera prête, D'accord. on va voir. On va décortiquer. On va décortiquer, Ça y voilà. est, c'est fait. Et par la magie, justement, de la Elle réalisation. fait la lumière voilà, et puis là, on voit, c'est justement cette œuvre signée par Meriem Gouraya. Peinture façon plutôt mosaïque, façon peinture ou peinture façon mosaïque. Disons que c'est de la peinture sur verre Verre. façon mosaïque. Mosaïque, Voilà, hein. donc c'est le délire du moment, c'est la mosaïque. Je vois tout découpé en petits morceaux en tesselle. Et là, c'est carrément, j'ai peint sur un morceau de verre, un paysage, un coucher de soleil, mais façon l'illusion que c'est de la mosaïque, que c'est des carreaux découpés, alors que ce n'est que de la peinture. Ah, d'accord, mais c'est certi. C'est peut-être pour ça qu'on a cette illusion de découpage. Non, vrai c'est une technique a- avec la c'est une peinture du CERN qui donne justement cette impression que c'est certi, alors qu'il n'y a rien, c'est juste de la peinture que j'ai mise sur le carreau de D'ailleurs, la première chose qu'on fait instinctivement, c'est on va toucher. Oui. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et du J'ai relief. touché. Voilà. Finalement, ah non, c'est pas vraiment la mosaïque au sens propre du mot. Hein, c'est de la peinture. C'est hein, une façon peinture, mosaïque. un tout beau, à fait. un beau soleil. Ça, comme c'était votre coup de cœur pour cette exposition. Alors, on va voir maintenant, dès que l'image sera prête, votre œuvre d'art, Nihed Kerba. C'est dans l'abstraction, hein, un petit peu. Ouais. C'est dans Bon, l'abstraction. c'était un mélange entre Oui. irréel et réel. Voilà, voilà, on est en train de la voir. L'arrière-plan est abstrait, une dégradation de couleur feu, rouge, orange, jaune, blanc, avec des motifs avec de l'épaule. Avec des ombres, on a Voilà. l'impression de voir un encadrement, D'ailleurs, il est une un peu silhouette. lumineux. Oui. Avec des motifs, signification de l'identité, l'Algérie. Donc, d'ailleurs, le nom est abstract algérien. D'accord, Donc, il y a un mélange entre la réalité et l'imagination. absolument. Entre Abstrait le réel et... réalité. Voilà, c'est votre imaginaire qui parle. Voilà, vous laissez c'est parler, mes idées vous qui laissez fait ça. parler l'imagination. Hein, et quand on est dans l'abstraction, on libère ses forces Bien sûr. créatives, on se libère. L'abstraction, libre c'est un cours à sa monde créativité. très large, donc Oui, tout il à n'est fait. pas limité. C'est pour ça que je me sens très bien dans ce monde. Je suis très, très loin de l'ordinaire. Tout ce qui est classique, fleurs, vases. Ça Bon, vient je d'où, fais ça? les Est-ce que c'est parce paysages, que- mais c'est rare. Parce que l'œuvre vous surprend des fois, parce que des fois vous la surprenez, des fois elle vous surprend. c'est un dialogue. Bien sûr, oui. Je dessine par imagination, par inspiration. Donc, Absolument, au gré de votre coup de je cœur. dessine pas ce que je vois. Je dessine ce que j'imagine. C'est c'est votre ça mon- univers intérieur mon que vous concept. traduisez dans vos toiles et selon votre instinct. Puis c'est spontané, ça s'explique pas tellement. Bien sûr. C'est Donc, spontané. d'ailleurs, moi, je prépare pas mon sujet avant. Ouais. Donc, je dessine directement. Voilà, Je vous prends vous le laissez pinceau guider, et vous vous je laissez fais- guider par votre ferveur. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Guidé par votre ferveur artistique. Voilà, vous libérez, Voilà. vous libérez votre geste. Oui, j'applique les techniques. Et De toute tout. façon, le street art requiert un peu de spontanéité. Si vous n'étiez pas aussi spontané, je pense que vous n'auriez pas eu l'audace Bien d'aller sûr. vers d'aborder un mur. C'est vrai, non? Bien sûr, déjà le street art, c'est tout ce qui est des autodidactes. C'est pour ça sont dans la rue parce que
Je peux pas faire un mur vase ou fleurs. Oui, bien entendu. C'est impossible. Donc, faut y aller très loin. Il y a des personnes qui vous abordent, qui viennent, qui restent un petit moment, qui partagent un petit moment d'émotion avec vous quand vous peignez. Il y a des encouragements, des commentaires négatifs. Donc, c'est une variété de mentalité algérienne. Enfin, ça c'est le ministère de l'Environnement. C'est où ça? Oui, c'était une collaboration avec le ministère de l'Environnement. C'était une opération de nettoyage des plages. Donc j'ai participé avec des fresques. J'ai dessiné 18 plages. Tout à fait. Le littoral algérois. D'accord. Et celle-ci? C'était un concours à Hassiba Mbouali. La rue Hassiba. Oui. Vous avez Il y avait plein d'artistes d'autres wilayas, donc c'était mon travail. C'est-à-dire vous mettez à nu votre travail, puis forcément, on ne peut pas recevoir que des compliments. Ça peut plaire à certains, ça peut déplaire à d'autres. Et c'est ça, quand on... Même dans une exposition, ça plaît, il y a des œuvres qui plaisent, d'autres Celui-là, il est un peu différent. Celui-là, je trouve un peu plus contrasté, plus construit, c'est différent. Il y a de la calligraphie aussi. Et en plus, c'était le plus réussi. C'était un concours aussi, à Ouadsouf. D'accord. Il n'y a pas très longtemps. Donc vous bougez, vous voyagez. Oui, je participe partout. C'est-à-dire, là où il y a un concours, vous participez. Ah oui, c'est ce qu'il faut. Magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc il y a des potentialités, il y a des potentialités créatives. Bien sûr, puisque je suis capable, donc faut donner. C'est bien, en plus sûre d'elle. Bien sûr, oui. Tout à fait. Alors, je suis jeune, je suis positif. Qui déborde d'énergie, voilà, c'est magnifique. Faut donner tout ce qui est positif à la société. Absolument, donc, vous êtes une battante, Nihad Kerba. Alors votre projet, avant de parler de votre projet à vous aussi, votre projet prochainement, là, pour cette période estivale, votre prochain projet? Peut-être j'aurai une participation à Tunis. En Tunisie. Voilà, août. Ça sera une exposition artisanale internationale. Oui. Et aussi, je prépare pour un programme web, une émission qui parle sur tout ce qui est la rue. D'accord. Bon, je ne peux pas donner beaucoup plus de détails parce qu'il n'est pas encore déclaré chez l'Office national. Voilà, donc, vous donnez juste les grandes lignes. Vous, par contre, Mariam Gouraya, vous êtes sur un grand projet aussi. Oui, grand, merci Nassiba, mais disons que c'est plutôt une passion. C'est le fruit d'un certain nombre d'années de vécu et un passage personnel, et je dirais le mot peut-être il est négatif, mais aussi c'est par rapport peut-être à une frustration que je voudrais combler, peut-être que les autres n'aient pas. C'est avec ma complice que je salue, Nadjet Chami, mon amie et mon âme sœur artistique, on a l'ambition de monter un projet d'école d'art artistique, mais un peu spécial. Il y en a partout, nous-mêmes nous sommes passés par des écoles privées, on a été à la quête de nouvelles techniques. Comme je vous ai dit, c'est à la recherche de son identité artistique parce qu'on aime l'art, on aime le dessin, mais personnellement, j'aimerais bien avoir mon propre style. Donc, il faut toucher à tout. Autodidacte, j'ai pas fait l'école des beaux-arts où j'ai l'accès à toutes les spécialités. Donc, j'ai été à la quête d'une école à une autre, rechercher ces techniques-là. Donc l'ambition et le rêve que on souhaiterait avoir, Nadjet et moi, c'est de lancer les ateliers FNAR. FNAR, c'est FN et A, et la symbolique, c'est FNAR, c'est le FNAR, la lampe, la lumière. Une école d'art artistique qui fera et dispensera des écoles, des cours, mais de façon un peu particulière où ça sera de l'art-thérapie. On viendrait pour se distraire. C'est intéressant. Le dessin et aussi rallier tout ce qui est, vu mon métier, je suis coach de développement personnel, trouver le moyen de se déstresser et être à la quête de soi tout en reliant et liant ça à l'art. Et ça vous permet justement d'allier vos deux passions et d'utiliser justement tout un background que vous avez acquis au fil des ans. Bravo. Merci. C'est judicieux. Et c'est une belle expérience, très enrichissante. Oui, on en a besoin. Absolument, tout à fait. En fait, vous reviendrez très bientôt, dès que vous mettez en place votre projet, vous le concrétisez, vous serez la bienvenue pour venir parler de votre projet et de cette école qui vous tenait tant à cœur. Et d'ailleurs,
par rapport à votre passion, vous avez même démissionné. Hein, quitter le boulot. Vous avez d'un poste assez important. Voilà, absolument. Vous n'avez pas hésité à quitter ce poste. Ouais. Pour vous consacrer à votre passion. Alors, en attendant, vous exposez dans cette galerie. On rappelle justement l'espace. Voilà, l'espace qui se trouve au niveau du Théâtre National algérien Mahieddine Bachtarzi. L'exposition va durer jusqu'à la fin, 30 juillet. Jusqu'au 30 juillet. Jusqu'au 30 juillet jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois. On a le temps justement de visiter. Merci beaucoup Nassiba. Merci à vous Radia. Merci à nos invités. Donc je cite là Mariam Gouraya et puis Nihed Kerba. Merci. Ce fut passionnant de découvrir vos empreintes et vos univers. Voilà. Merci de nous avoir reçus. Et en parlant d'univers, merci Nassiba, la semaine prochaine. Ça sera pas la semaine prochaine, je pars en congé. Dans un mois. Bien plus tard, en septembre. Voilà, pour moi, la saison se termine. Merci. Bonnes vacances. Merci. Profitez de la mer, du soleil, à fond. On en a besoin. Très bien, on se retrouvera pour se raconter tout ça en septembre. Tout à fait, et puis si vous partez aussi en vacances, dans pas longtemps, vous certainement. Aussi. Voilà. Bonnes vacances à vous aussi. Inch'Allah. Merci beaucoup Nassiba. Merci à vous. Mesdames, messieurs, restez avec nous. Nous allons parler justement de villégiature, d'espace, justement d'un poumon, d'un trésor d'Alger. Il s'agit du jardin d'essai en l'occurrence. Mais avant, on va parler d'une plante en particulier à laquelle s'est intéressé Mariam Saïd. Il s'agit du bougainvillier. Il embellit plusieurs façades dans la capitale. On va voir un petit peu ce qu'elle peut nous en raconter. Les bougainvilliers nous offrent un dernier spectacle de couleurs avant la grisaille de l'hiver. C'est dans une pépinière à Stawali que ces bougainvilliers bouturés en mars renforcent leur système racinaire. Originaire du Brésil et rapporté par l'explorateur français Antoine de Bougainville, cet arbuste s'est acclimaté sous toutes les latitudes tempérées. Symbole de l'été et des beaux jours, le bougainvillier est une plante grimpante qui fleurit pratiquement plusieurs fois par an. Ses fleurs, aux couleurs vives, offrent un spectacle de couleurs. Rose, rouge, orange, jaune, blanc et mauve. Cet arbuste est idéal pour palisser les haies, les murs ou tout simplement orner un bout de jardin. Facile d'entretien et à la croissance rapide, cet arbuste nous offre des couleurs et du graphisme, mais sans le parfum, car les fleurs du bougainvillier ne sont pas odorantes. Mais ce détail n'a nullement freiné son succès. Merci à Mariam Saïd de s'être intéressée à l'une de mes fleurs préférées. C'est vraiment beau, les bougainvilliers dans les rues d'Alger. Et bien sûr, le bougainvillier n'a plus de secret pour le personnel qui travaille au jardin d'essai, un personnel qui veille au grain et à la conservation de nombreuses espèces que l'on retrouve également en milieu rural, pas seulement dans l'espace citadin. Et pour en parler justement, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Abdelkrim Boulahia. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le directeur du jardin d'essai. Un des joyaux et un des plus beaux poumons d'Alger qu'on voit d'ailleurs dans l'une des photos. On va le chercher? Ah ben non, on ne le voit pas assez bien sur ces photos-là, mais on va finir par le voir là tout de suite avec les images que nous aurons à diffuser pendant votre intervention. Donc parlez-nous un petit peu du jardin d'essai et aussi des efforts de conservation de toutes ces plantes qui font vraiment la beauté des espaces un peu partout. Ok, merci pour votre invitation. Donc, le jardin d'essai est connu par la quasi-totalité des Algériens, donc, que ce soit à l'échelle nationale et même à l'échelle internationale. Donc actuellement, après la conférence internationale qui a été tenue le 8 avril 2018, le jardin d'essai a pris plus d'ampleur, notamment à l'échelle internationale.
Donc, c'est un jardin botanique qui a un rôle principal, c'est la conservation de la biodiversité, donc notamment la biodiversité algérienne. C'est un jardin botanique de conservation ex situ. Donc, il y a cette précision, donc, parce que les parcs nationaux, à l'échelle nationale, ils ont un rôle de conservation. Expliquez la notion d'ex situ, justement. Voilà, c'est ce que j'allais faire. Donc, justement, donc, les jardins, les parcs nationaux, donc la répartition des plantes à l'échelle nationale, ils sont protégés par des parcs nationaux. Donc, eux, ils protègent ces espèces dans leur milieu naturel. Absolument. On appelle ça une conservation in situ, dans le milieu. En site. Voilà, en site, c'est ça, sur site. La conservation ex situ, c'est la protection et la conservation de plantes hors leur milieu naturel. C'est ça le rôle du jardin, c'est de conserver des plantes qui appartiennent à des zones différentes à l'échelle nationale, c'est de les ramener au jardin d'essai et de les protéger dans un jardin botanique. Oui. C'est un rôle complémentaire. Des espèces exotiques existent dans ce jardin, des espèces amenées de différentes régions du monde également ont été développées dans ce jardin. Effectivement. Ont connu voilà, une nouvelle vie dans un espace qui n'est pas le leur aussi. Oui, bon, c'est justement donc l'appellation du jardin d'essai, c'est par rapport à ça. Donc on a appelé le jardin d'essai, c'était un endroit ou un milieu où le colon à l'époque, ou les Français, ou les chercheurs botanistes, ils ont essayé plusieurs espèces de différents continents du monde et voir leur comportement vis-à-vis du climat et le sol algérien. Et donc, par surprise, donc... ils ont été surpris de voir que beaucoup de plantes pouvaient survivre chez nous. Oui, effectivement. Donc, le climat du jardin, l'emplacement, son sol, le climat algérien, ils permettent le développement le plus correct de l'ensemble ou la quasi-totalité des espèces botaniques. Choisies. Voilà. La flore choisie plutôt. La flore, et même la faune. La faune aussi, même la faune et flore, notamment la flore, effectivement. De pays donc, où les conditions climatiques sont complètement différentes. Oui. Donc on trouve des espèces des zones tropicales, subtropicales, des zones arides, des zones méditerranéennes, etc. Et par conséquent, donc c'est vrai, c'est une spécificité qui caractérise le jardin d'essai par rapport à d'autres jardins. Oui. Donc on arrive à avoir des espèces au même endroit avec des exigences complètement différentes. Absolument. Et puis pour justement y parvenir, le personnel du jardin d'essai a accès justement à des formations, à des recyclages et aussi à des efforts de partenariat consentis par la direction avec des institutions prestigieuses. Celle d'Avril en est un bel exemple. Vous venez de citer ces belles rencontres qui ont eu lieu avec des experts étrangers. Et aujourd'hui, si vous êtes parmi nous, c'est parce que vous développez aussi un partenariat très précieux avec des institutions algériennes. Effectivement, donc justement, donc c'est une priorité pour le jardin, c'est de lier des relations, donc de partenariat, d'échange d'informations et d'expériences avec des institutions qui actifs dans le même domaine, que ce soit des universités, des instituts de recherche à l'échelle nationale ou internationale. À l'échelle internationale, donc le jardin actuellement a une convention de partenariat avec le jardin botanique de Cagliari, donc en Italie. Aussi, donc on est en discussion avec le jardin botanique de Genève. Et là, on avance très correctement. Voilà, donc ces photos, ça concerne donc une dernière convention qui a été conventionnée avec l'INRF. C'est l'Institut national de recherche forestier. Voilà, donc c'est un institut très connu, très actif donc à l'échelle nationale et ils actifs dans le domaine de la recherche forestière. Donc, quel va être l'apport justement de cette convention? Quelles vont être justement les conséquences d'un tel partenariat pour vous et pour l'Institut de recherche? J'imagine qu'il y a un échange entre les deux. Bon, en premier lieu, donc, le jardin doit donc travailler dans un réseau. Donc un réseau ne peut pas être seul qui est actif dans un domaine très complexe et très délicat, c'est la conservation de la biodiversité, notamment algérienne. Justement, donc la spécificité ou la particularité qu'on aura avec l'Institut national de recherche forestier, c'est des gens qui activent à l'échelle nationale. Et par conséquent, donc, on aura accès à l'ensemble des parcs nationaux ou des forêts où l'Institut est actif, et notamment
les aires protégées et les zones à haute valeur patrimoniale. C'est des endroits où donc le patrimoine floristique et faunistique algérien. Algérien. Voilà, là on trouve des espèces endémiques, on trouve des espèces rares et menacées. Notamment ça. Donc c'est ça, en quelque sorte, le but recherché à travers cette convention, parce que justement la conservation de ces plantes, puisqu'on a les plantes autochtones algériennes, les plantes endémiques, c'est des plantes qu'on ne trouve nulle part qu'un endroit. Ici même. Dans un endroit bien précis. On peut les trouver dans ces aires protégées et les zones à haute valeur patrimoniale qui sont en quelque sorte sous l'autorité de l'INRF. On cite des exemples, si vous le permettez. Exemple de plantes endémiques dont vous prenez soin ou qui figurent parmi la liste des plantes protégées dans la banque du jardin d'essai. Bon, on a plusieurs plantes. Bon, d'accord. Oui, la liste est longue. Allez, voilà, je vous épargne le détail. Je vous épargne le détail, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler que le jardin d'essai non seulement travaille à la conservation de cette richesse floristique ô combien précieuse, mais aussi à la pérennité de ces espèces, c'est-à-dire que vous avez une banque assez importante au niveau du jardin d'essai qui permet justement d'avoir, de réserver pour les générations futures ces espèces un peu précieuses, comme je le disais. Justement, donc c'est ça le rôle principal du jardin, c'est la conservation ex situ des espèces. Là, donc, cette convention va nous permettre donc d'avoir accès à ces endroits-là pour procéder à la collecte du matériel végétal. Donc, la conservation au niveau du jardin se fait, c'est une conservation qui se fait donc par des banques de graines. Donc on peut faire des collectes de graines, on va les conserver dans des chambres froides, ou bien donc on peut les avoir sous forme de plants, des végétaux, donc on peut les planter dans des carrés ou au niveau du jardin, ou même les reproduire à travers une pépinière qui existe au niveau du jardin. Et un autre mode de conservation, ça concerne les collections mortes. Les collections mortes, c'est tout ce qui est herbier, donc c'est des plantes séchées, desséchées et conservées. Il y a la carpothèque aussi, c'est une méthode de conservation. Donc, en quelque sorte, on va avoir des collections vivantes, collections mortes, et on a une banque de graines. Cette conservation, justement, va nous permettre d'avoir un matériel végétal protégé dans des endroits avec des normes, bien sûr, bien précis. En cas où donc ces plantes, on peut les utiliser d'une part, et d'autre part, en cas où si jamais on aura une catastrophe naturelle ou quelque chose dans ce sens-là, donc on peut trouver un matériel végétal protégé, dans des endroits protégés, on peut les utiliser pour réintroduire ces plantes-là. Et justement, en parlant de cette matière vivante, elle va aussi faire le bonheur de nombreux chercheurs pour revenir à cette convention et ce partenariat avec l'Institut de recherche forestier. Voilà. De recherche forestier. Donc, ces chercheurs aussi vont avoir un espace propice à leur recherche et sans même se déplacer. Dans un même site, ils peuvent avoir accès à toute une matière qui va enrichir leur thématique ou leur problématique de recherche. Justement, donc une convention donc, entre deux parties. Donc, le jardin d'essai peut profiter de l'expérience des chercheurs de l'Institut. Idem pour ces chercheurs-là. Donc, ils vont trouver un terrain, donc un milieu favorable qui va leur permettre de développer leur sujet de recherche. Au niveau du jardin aussi, on a certains problèmes ou certaines contraintes où on veut développer certains sujets. Et là, donc, pour nous, c'est une opportunité qui va nous permettre d'avoir donc des relations directes avec des chercheurs spécialisés pour développer ou trouver des solutions à des problèmes au niveau du jardin. Le jardin, donc, effectivement, donc, il y a des espèces, comme vous l'avez si bien cité, il y a des espèces botaniques exotiques qui n'appartiennent pas à la flore algérienne. Donc ça sera une matière première pour ces chercheurs. Ça leur évitera quand même le déplacement. Voilà, en plus, au niveau du jardin, donc, c'est un endroit qui englobe pratiquement donc, une multitude d'espèces. Donc au lieu de, si quelqu'un donc, veut avoir ou veut connaître ou faire des recherches sur la flore algérienne, au lieu de se déplacer vers plusieurs jardins à l'échelle nationale, il peut se déplacer uniquement au niveau du jardin et là il va trouver donc une certaine collection de plantes
Voilà, c'est ça. Le jardin d'essai fait le bonheur aussi des visiteurs. Régulièrement, il faudrait quand même le rappeler. On connaît peut-être pas assez les horaires, les journées, on va dire un petit peu quand on peut visiter le jardin d'essai en famille, c'est permis. Oui, bon, le jardin ouvre ses portes donc 7 sur 7, y compris les week-ends, les jours fériés, même l'Aïd, et ça à partir de 10h jusqu'à pratiquement 20h. Ah, l'Aïd El-Kébir, il sera même ouvert. l'Aïd, voilà, on ouvre, oui, même l'Aïd, donc même les jours fériés, sans exception, donc c'est 7 sur 7. Et les horaires de quelle heure à quelle heure? De 10h actuellement jusqu'à 20h. Il faut rappeler qu'il y a un très joli, un espace aussi réservé à la faune. C'est quand même intéressant d'avoir un petit zoo comme celui que vous possédez au niveau du jardin d'essai et qui fait le bonheur. Ah, on voit les bébés tigres qu'on avait présentés il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'ils deviennent ceux-là? Ouais, ils sont plus grands que ça. Ah, j'imagine, ça grandit vite un tigre. Presque 5 mois, oui. Ils sont dans les 5 mois. Donc actuellement, ils mangent la viande. Ils sont bien, ils sont exposés justement. Actuellement, on les a mis donc en cage. Et là, donc le public peut aller au jardin pour les voir sur place. Parce qu'à certains moments, ils étaient donc au niveau de la clinique. Là, ils étaient au niveau de la clinique vétérinaire. Mais actuellement, ils sont plus grands que ça. Donc, ils sont exposés au niveau du jardin. Et ça intrigue toujours les petits bambins qui prennent des photos à côté des tigres, à côté du lion, à côté... Nombreuses sont les espèces, en tout cas, mises en valeur. Et certaines sont même en milieu naturel, dans les bassins, dans les poissons. Et les oiseaux sont un peu partout autour. On a même des perruches, justement, au niveau du jardin, donc à l'état sauvage. Et ça attire beaucoup de visiteurs, donc de voir des perruches sur le jardin. On a même un couple de perroquets. Ils sont en pleine nature. C'est excellent en tout cas de les voir évoluer dans un si bel espace, un espace bien sûr convoité jadis par le cinéma, on le sait bien, et les caméras de grands cinéastes. Alors justement, il y avait un projet de rénovation du zoo, est-ce qu'il est toujours en cours? Il est toujours en cours, justement, il est toujours en cours. Donc il y a une grande opération de réhabilitation du zoo, donc, sauf qu'on ne veut pas entamer les travaux. Pas priver justement les visiteurs pendant l'été. On va le faire par étapes justement, c'est ça la difficulté, c'est de ne pas fermer le zoo aux visiteurs, donc, et plutôt d'entamer les travaux par partie et par phase. Il y a une modernisation des enclos, il y a donc le rajout de certains enclos pour avoir plus d'espace au niveau de ce zoo. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage. Abdelkarim Boulahia, je rappelle que vous êtes le directeur du jardin d'essai et que vous nous avez permis de parler de cet espace que tous les Algérois et les Algériens aiment justement, le jardin d'essai. Je vous souhaite bon vent pour toutes les opérations futures et j'invite les téléspectateurs à profiter de ces espaces vraiment rafraîchissants en toute saison. Donc vous pouvez visiter, avoir un moment en famille, c'est très agréable également. Il y a aussi des espaces de restauration, donc tout y est, n'est-ce pas? Donc voilà. On a tout dit par rapport au jardin, justement. Il y a d'autres espaces à visiter, en l'occurrence la Casbah d'Alger, où est toujours ce musée à ciel ouvert, très convoité par les visiteurs et que tout le monde apprécie justement. Il y a aussi des habitants dans cet espace urbain, dans cette vieille Médina, qui ouvre les portes aux visiteurs, à l'instar de Momo. Momo qui a été visité et donc qui a ouvert son espace et qui a aussi proposé une table bien garnie à Faria El-Hamdi et l'équipe qui l'accompagne. Voyons le reportage. La Casbah nous accueille à bras ouverts avec son hospitalité séculaire. Cris de bambins, échos de voix de Kasbadji, murs décrépits sont autant d'ingrédients qui constituent le décor de ce vieux quartier algérois. C'est avec beaucoup de joie et de bonheur que nous a accueillis Mohamed Sidi Khlef dit Momo dans sa douira transformée en un restaurant traditionnel, Mezrena al-Mahroussa, situé à la rue des Abderrahmane. Comme j'aime bien le patrimoine qui est ancien et identique de la Casbah, donc un jour j'ai pensé de transférer cette vieille maison qui est dans le cadre de l'UNESCO de patrimoine et de le préserver notre patrimoine, de la faire transférer, pourquoi pas, à une maison, en même temps sur une table top. Donc à 90%, donc la côte c'était, je suis bien situé, parce que notre maison donc, se retrouve en face du musée national Amar Ali, nommé Ali Lapointe,
Donc on voit cette rue qui est redevenue très fréquentée. Donc avant c'était bien fréquenté et en ce moment et actuellement, donc on reçoit beaucoup de monde. La tradition et la culture sont un élément essentiel de la vie dans la Casbah. Elles créent une atmosphère que les visiteurs ne trouveront nulle part ailleurs en Algérie. C'est une attraction qui combine la tradition et l'histoire avec la vie quotidienne, permettant aux visiteurs de voyager dans le temps et découvrir le passé à couper le souffle. Momo, chaque matin, descend à la pêcherie. Donc à la criée, il achète sa sardine, donc elle est fraîche. Hein. Et bon, aujourd'hui on a mangé de la... Mais d'habitude, c'est des plats typiques. C'est typique à la Casbah, bien sûr, que ce soit du couscous, de la rechta, autre que ça, bien sûr. Je ne pourrais pas citer tous les noms de plats qu'on mange, mais on mange propre et c'est très bon. Donc la cuisine se fait par la maman et les sœurs. Voilà comment c'est dans une maison typique. C'est la première fois, donc on est venu avec notre guide, et nous ce qu'on voulait c'était vraiment quelque chose de pittoresque, quelque chose qui sentait vraiment la Casbah, pas les petites échoppes, vraiment quelque chose avec un patio, tout ça. Et c'est ce qu'il nous a proposé, c'est exactement ce qu'on voulait, manger local, les sardines, les frites, haboud, enfin voilà, tous les plats locaux avec le décor qui s'y prête, et c'est ce qu'on a, donc c'est la première fois qu'on vient ici, donc dans la petite ruelle à côté du musée, donc c'est exactement ce qu'on voulait avec mon père, donc c'est parfait. J'espère qu'Inch'Allah ça puisse se développer ici et dans d'autres parties de la Casbah. La plus belle façon d'accueillir ses invités, c'est de leur servir une bonne recette bien présentée. Chez Momo, une table bien garnie toujours au programme, faisant un rappel aux plats traditionnels de notre pays, ainsi la cuisine traditionnelle qui nous fait voyager à travers le temps. Le concept le patrimoine donc il sera plus beau avec الادوات اللي عاشتهم. انا نتمنى اليوم انه هذا المشروع اللي راني فيه وهذه المبادره اللي درتها في القصبه وبارمي الناس الاوائل يعني اللي درناها نطلب ان شاء الله باش يتوسع المشروع ويكبر وخاصه نطلب الناس اللي عندهم ديور كيما هادو والناس اللي راهم موجودين اللي هما اصليين والاصوليين تاع القصبه انهم يديروا كيما انايا ويحلوا المنازل تاعهم سواء يحل مطعم سواء يحلها موزي بريفي باش الناس تجي. حنا لو كونسيبت تاعنا دو فير ديفلوبي نوتر برودوي لوكال et faire venir le monde entier chez nous. Alors, si vous voulez déguster les bons plats bien de chez nous, une seule adresse, le restaurant Mezrna Al-Mahrousa. Merci infiniment à Feriel Hamdi de nous avoir permis de rappeler un petit peu l'existence de ces petits commerces ô combien intéressants lors d'une visite de la Casbah. Donc Momo est connu comme un loup blanc, vous n'allez pas vous perdre, c'est très facile à retrouver. Donc, et pour vous permettre justement d'apprécier la gastronomie algéroise, une bonne rechta, une shorba, pourquoi pas comme ils ont fait, des sardines. Donc mesdames, messieurs, nous allons changer tout de suite, mettre le cap sur un autre thème. Nous allons parler de cinéma actuellement avec notre invité suivant. Il s'agit donc il s'agit de Abdelrahman Mustafa. Bienvenue. Merci, bonjour. Réalisateur. Oui. Je dirais même réalisateur engagé. Est-ce que le mot engagé vous sied, vous convient? Je crois honnêtement et modestement, oui, il convient par rapport au sujet qu'on traite, qu'on aborde, et je ne suis pas le seul dans ce cas. Donc, quand on est dans ce domaine, on ne peut être qu'engagé, je pense. C'est vrai qu'il y a toujours un message à transmettre lorsqu'on est un réalisateur, une appréciation de son monde, de son environnement, une critique, ou alors valoriser quelque chose, tout dépend. Vous êtes pourquoi je parle d'engagement, c'est parce que vous vous êtes intéressé dans plusieurs documentaires, parce que vous êtes documentariste. Oui. Vous vous êtes intéressé de très près à l'histoire douloureuse de la colonisation. Plusieurs pans de cette histoire ont été relatés dans vos œuvres passées et actuelles. Effectivement, les Algériens ne doivent pas oublier les enfumats du Dahra. C'est un drame. Parmi tous les drames qu'a connu l'Algérie, c'est un crime contre l'humanité des plus ignobles
que le corps expéditionnaire français a commis en Algérie durant cette période-là. Il n'y a pas que le Dahra. En fin de compte, quand on parcourt l'Algérie, on pourrait dire avec certitude qu'il y a eu d'autres enfumades. Hein. Il n'y a pas que le Dahra, il y en a un peu partout, à l'est, au sud, à l'ouest. Et ceci nous amène donc à davantage fouiner un peu dans ce sujet-là qu'on présentera ce soir. Donc, Absolument. Ce qui est frappant par rapport à cette phase en particulier, c'est que ce corps expéditionnaire, comme vous le dites, ces premiers généraux de l'armée française, oui, qui avaient pour ordre de se déployer à travers le territoire et oui, aussi d'asservir d'asservir cette population algérienne, ils ont eu aussi à correspondre d'une manière assez cruelle. Et c'est ce qui a marqué un petit peu les esprits des chercheurs de manière générale par rapport à ces enfumades. Justement, eux au contraire, ils ne se cachaient pas, ils sont vantés dans leur mémoire. Tous les généraux de la conquête, avec leur maître qui dirigeait un peu toutes ces opérations, Bugeaud, qui arrive à dire, il ne dit pas ces Algériens, parce qu'on n'existait pas en tant que tel, il disait, ces misérables, il faut les brûler comme des renards dans les grottes. Oui. Donc, pourquoi? C'est quand même sinistre. Hein, Absolument. Donc, pourquoi ramener l'être humain, cette humanité à un barbare, un sauvage. Et Bugeaud, Saint-Arnaud, Pélissier, Conrobert, Cavaignac, quand on lit leur mémoire, ils ne s'en cachaient pas. Ils le disaient publiquement dans leurs écrits, notamment, qui sont maintenant connus dans les bibliothèques, à la portée des chercheurs, des historiens. C'est... Comment dirais-je? C'est-à-dire, pour eux, je pense qu'ils basaient un peu leurs crimes sur des théories racistes. Absolument. Du 19e et 20e siècle. Parce qu'en disant, ces êtres-là ne doivent pas, ces barbares plutôt, ne doivent pas exister sur la surface de la Terre. Et du coup, il faut les éliminer, un à un. Et c'est pour cela... D'où aussi le terme assez péjoratif d'indigène. Absolument. Absolument. Qualifier un peuple d'indigène, c'est déjà un peu réducteur. Et les historiens, on a eu la chance dans ce documentaire de travailler avec deux historiens algériens les plus connus sur ce problème-là, Ammar Belkhoja, Fouad Soufi du Krasque d'Oran, et deux historiens français aussi qui ont beaucoup travaillé sur les massacres coloniaux, notamment Gilles Manseran et Olivier Lecour-Grand-Maison. C'est incroyable. Je pense que ça ne s'est passé dans aucun pays, l'Empire français. Hein. Donc, vous allez voir, dans le documentaire, on traite un peu, au début, on aurait dû dire les enfumades de l'Algérie, pas seulement le Dahra. Parce que le Dahra, c'est cette chaîne de montagne qui va de Moussa Galama au Zakar en Miliana. Et qui regroupe un nombre de grottes comme ça qui ont absolument. Été enfumées, les grottes de Ain Mran, les grottes de Fréchy et d'autres grottes jusqu'à l'Ouersnis, pas loin de Tissemsit Trinit el-Had, où il y a eu des enfumades. Ensuite, il y a... En tout cas, avant de parler de la suite, excusez-moi de vous interrompre, Abdelrahman Mustafa, nous allons voir la bande-annonce de votre film qui sera diffusée ce soir. On donnera après les précisions et les détails. Voyons un petit peu cet extrait à travers la bande-annonce du film. أحبابي الزائر إلى هذا المكان والواقف أمام هذه المغارة لا أجد له قولا إلا أن يقول كما قلت وأنا لست بشاعر وإنما ألهمتني هذه المصيبة التي ألمت بأجدادي فقلت Parce qu'il y a des tribus qui vont s'organiser pour s'opposer à cette agression. L'objectif de la razzia traditionnelle dans ce cadre est un objectif de prélèvement. أكبر الجرائم التي مارسها الاستعمار الفرنسي ضد أهلنا العزل قبيلة لدرياح. وقعت فيها كذلك مجزرة كبيرة
كانت ضحيتها قبيلة أخرى رفضت الاستسلام للجيش المحتل، وهكذا تم إبادتها بقوة الحديد والنار فيما حرق باسم الحضارة. En Algérie, comme dans les guerres coloniales en général, mission civilisatrice face à des non-humains, face à des barbares. Voilà, c'était juste pour avoir un aperçu, mettre un peu le téléspectateur dans l'ambiance de ce film documentaire qui sera de 74 minutes, qui sera diffusé aujourd'hui à la Villa Abdeltif à partir de 20h. Donc devant le premier public que vous allez recevoir, donc qui va un petit peu commenter vos images, Abdelrahman Mustafa. Voilà, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a amené à parler du Dahra? Est-ce que c'est parce que c'est dans votre région, par exemple, ou quel a été le déclic? Une très bonne question. Le déclic, vous savez, quand quelqu'un travaille sur le documentaire, sur le film, des fois c'est un peu le hasard des choses qui amènent, je suis de la région, mais j'ignorais totalement l'existence de ce drame. Et c'est par rapport à un article de presse, vous voyez que ça peut servir et ça peut démarrer, ça peut créer tout un intérêt, un centre d'intérêt et de recherche. C'était un article qui a été publié dans le fameux Algérie-Actualité, signé par un certain Boubacar Belkadi, que je salue au passage. Et je me rappelle le titre, ça s'appelait « Pas de fumée sans feu ». Et je me suis dit, comment se fait-il? Il relate tout le massacre qui a eu lieu chez l'Ouladriyah, et il cite les sources. Ce sont carrément des tribus qui ont été décimées. Toute une tribu, une seule tribu. Une tribu qui a été complètement décimée. Absolument, absolument. À ce jour, la tribu, j'allais dire, c'est un ossuaire, hein, c'est un vrai cimetière dans la grotte, hein, c'est-à-dire les corps n'ont pas ossements, on a vu une image dans la là, j'ai eu l'occasion. Encore des ossements. Tout à fait. Là, j'ai eu l'occasion de filmer ces ossements. Il y a encore des crânes, des restes humains, d'animaux, d'enfants, de femmes. Et donc, un article de presse, je me suis dit, c'est incroyable. Moi, je pensais qu'il était branché, qu'il connaissait un peu les films sur la Deuxième Guerre mondiale. Je me suis dit, en fin de compte, mais les foules crématoires ont été bien... C'est l'ancêtre du absolument. Donc, et souvent dans les émissions de télévision et autres, dans le cinéma mondial, et notamment français, on nous bassinait à chaque fois en disant... c'est une histoire qui voilà. Et du coup, je suis parti. D'abord, je ne pensais pas à un film, hein, je pensais à les voir de visu, de plus près. J'ai mis du temps à découvrir. Et au bout de 9 mois, une année presque, j'ai réalisé un premier court-métrage de 26 minutes que j'avais appelé Negmeria, parce que le lieu dit c'est Negmeria, c'est la commune, c'est un endroit déshérété à 85 km à l'est de Mostaganem, sur la côte. Donc j'avais réalisé ce documentaire que j'ai présenté un peu partout. Mais c'est comme on dirait, ça me rappelle un grand cinéaste algérien, Azzdin Meddour, quand il a fait Combien je vous aime sur les méfaits de la colonisation, il a dit oui, j'ai fait ce film avec des bouts de ficelle quelque part. Et c'est vrai, donc je me suis dit, il ne faut pas s'arrêter. Est-ce que quand on a les moyens, on peut travailler? Je dis non, sans les moyens, on va voir si on peut le faire. Donc du coup, on a fait ce premier, ça m'a permis un peu d'avoir les repères, j'imagine. Des repères, d'approfondir et de présenter lors des séminaires de crimes contre l'humanité, que ce soit de TBSA à Saïda. J'avais présenté, ensuite j'avais fait un deuxième, ça c'était en 93, j'avais fait un deuxième en 2011 qui s'appelait Artistes pour Negmeria. Et là, c'est tous les artistes algériens, notamment aussi marocains, nos amis marocains et tunisiens, et des artistes algériens qui étaient notamment en Europe, on leur a fait visiter. Ils se sont exprimés par rapport on les a ramenés sur le site et ils ont travaillé. Du coup, ça m'a permis de faire un deuxième documentaire de 26 minutes qui s'appelait Artistes pour Negmeria. J'en avais fait un troisième en 2012 et là, j'allais dire le risque et la chance de pénétrer dans la grotte. Oui. Mais malheureusement, le temps a fait son affaire, l'érosion a fait son affaire. Et
j'allais dire, il y a des éboulements et ce site devrait être préservé. Voilà, il faudrait un renforcement des parois pour pouvoir Ça préserver un peu m'étonnerait, plus. madame, ça m'étonnerait Ah bon, parce que j'ai eu la chance de rentrer à l'intérieur, de sortir 3 heures après. En fin de compte, il n'y a pas longtemps, j'ai ramené des gens pour visiter. Et c'est malheureux parce que la nature du sol, c'est du gypse, disons un peu le plâtre, hein, en fin de compte, voilà. Donc avec l'eau, avec le vent, avec pas mal de choses, il y a eu des éboulements et je regrette de... Mais il y a toujours moyen de marquer un espace, de montrer une facette, une partie, de préserver un aspect. Donc on lance l'appel à travers vous justement pour que cette histoire ne soit pas oubliée, qu'il y ait quand même des survivances sur le site lui-même. En tout cas, Abdelrahman Mustafa, je voulais souligner aux téléspectateurs que vous aviez aussi vous étiez photographe aussi, vous étiez photographe et que la mémoire, c'est vrai que vous avez pour outil pour en parler, ce devoir de mémoire que vous exprimez à travers les documentaires que vous réalisez, vous avez aussi été vers un autre exercice d'écriture de l'histoire à travers un ouvrage, Les chemins de la mémoire en l'occurrence, donc Les chemins de la mémoire, c'est votre livre. Il vient de sortir, il a été présenté au Salon du Livre d'Alger en 2017. C'est-à-dire, voilà, quand la photo c'est une passion, hein, donc avec la photographie, quand on ne peut pas faire du film, parce que ça demande, disons, des moyens. Des fois, ça demande plus de moyens, effectivement. Moyens, on se dit, est-ce qu'on peut aller sur l'écriture, sur le livre? Et là, j'ai fait dans le genre beau livre, si vous voulez, madame. Donc j'ai fait ce livre on parcourt l'Algérie, on trouve des drames dans chaque lopin de terre. Et pardon, je précise, si vous permettez, j'ai travaillé avec les anonymes. Très bien. Ceux qui ont porté, ceux qui ont été atteints dans leur chair, dans leur dignité, durant la période coloniale. Ce sont tous des anonymes de la campagne, enfin de la montagne, quelle que soit la région que j'ai visitée. Voilà. Et c'est un livre qui a été fait grâce à une dame que je salue au passage, Madame Mamri, qui a fait beaucoup pour ce livre. Et il n'a pas été commercialisé, ce livre-là. Il est offert. Hein. Il est offert aux institutions publiques et aux personnalités culturelles, etc. Voilà. Les chemins de la mémoire, c'est aussi donc votre manière aussi de raconter l'histoire sinistre justement de la colonisation. Mais l'objet de notre conversation d'aujourd'hui tourne autour du film qui sera présenté ce soir à la Villa Abdeltif. Vous avez un rendez-vous en radio, c'est pour ça que j'ai un rendez-vous à la radio. Donc vous allez certainement en parler davantage aussi sur les ondes de la chaîne 3. Et voilà, nous avons eu le plaisir de vous recevoir. Ce soir, c'est à 20h. Si vous avez envie de découvrir les enfumades du Dahra racontées par Abdelrahman Mustafa, c'est à partir de 20h. Merci. Je vous en prie. Merci de l'invitation. Merci, madame. Merci. On vous invitera à l'occasion pour parler de photographie et de votre ouvrage. Merci. Merci infiniment. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour la dernière ligne droite de Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de parler également de cinéma autrement avec Nabil Kitouni et ses invités dans la rubrique Cinéma. A tout de suite. Motivant, nous recevons Nabil Kitouni et ses invités. Bonjour Nabil. Bonjour. Je vais vite, hein.
Je vois. Ah, au rythme de la musique. Au rythme de la musique. Comme toujours. Alors, ça va, Nabil? Ça va, tranquille. Vous avez passé une bonne semaine? Oui, bonne semaine. Bonne semaine. Il fait chaud, mais bonne semaine. Ouais, on a suffoqué cette semaine. Ouais. Et je pense qu'on va continuer à suffoquer. Vous êtes caché dans la fraîcheur des salles de ciné? Non, juste caché dans un bureau ici. D'accord. Et pourtant, le cinéma, c'est aussi une bonne opportunité d'être sous la clim et d'apprécier. Voilà, malheureusement, on ne va pas rentrer dans ce. On n'a pas beaucoup de salles de cinéma. Wow. De la clim encore non, mais bon. Ah non, je suis pas d'accord. Vive le PC. Voilà, d'accord, ok, on a beaucoup de salles de cinéma, oui, non, des multiplex, qu'est-ce que je dis. Mais la clim, si. Oui, la clim dans des salles, d'accord. Okay. Allez, notre invité se marre. Je sais pas, vous connaissez Je pense. On va quand même le présenter, téléspectateurs. Bienvenue. Khalil Radouane Madani, cofondateur de Siduvert, qu'on a pour habitude de le recevoir, puisque bon, c'est un ami aussi. On va parler de cinéma, on va parler de ciné-club et de son retour, parce que la dernière fois qu'on l'a eu, il s'apprêtait à voyager. Moi, je souligne juste, je rajoute une phrase, passionné de 7e art. Passionné de... Bah oui, si vous avez un ciné-club, vous êtes cofondateur d'un ciné-club, vous êtes sûrement passionné du 7e art. Bah, voilà. Je n'avais pas. Bon, il est passionné d'autres choses aussi, hein, l'art culinaire aussi. Il n'arrête pas de parler de bouffe depuis tout à l'heure. J'essayais de faire avec lui un petit point sur ce qui s'est passé. Il ne parlait que de bouffe, d'omelette. Il y a 36 façons de faire une omelette. Ah, c'était toi qui voulais. J'ai rien dit, moi. C'est toi qui avais fait tout à l'heure. J'avais rien dit. C'est bon. Crève de pain. Voilà. La dernière fois qu'on avait reçu M. Khalil, il parlait d'un voyage qui s'organisait avec plusieurs ciné-clubs du pays, 12 je pense. 12 ciné-clubs algériens. 12 ciné-clubs algériens qui s'apprêtaient à voyager vers la Tunisie. Exactement. Organisé par Ciné-Fabrica. Non, c'est le projet qui s'appelle Ciné-Fabrica. Le projet s'appelle Ciné-Fabrica. Voilà. Ça a été organisé par Dima Cinéma du côté algérien et de la Fédération tunisienne. On salue d'ailleurs qu'on devait recevoir. Ou, voilà. Qui viendront, Inch'Allah, bientôt. Voilà. Et la Fédération tunisienne des ciné-clubs du côté tunisien. Donc c'était ça, Ciné-Fabrica. Quand j'ai lu quelques articles concernant justement Ciné-Fabrica, on parle d'un engouement, quoi. Donc moi j'ai vu les photos, bon, j'espère qu'on va voir les photos elles vont suivre, effectivement, elles vont suivre. Voilà. Et il y a eu un engouement. Mais en quoi consiste, on va rappeler, c'est pour les téléspectateurs, en quoi consiste... Là déjà, on voit la famille des participants. Voilà, la famille des participants. Bon, monsieur, là, voilà, bon, c'est la photo surprise. Je sais pas ce que tu faisais avec voilà, et j'étais en train de prendre du contenu vidéo, justement. Voilà, il y a l'autre cofondateur, Nabil. Et il y a Salim de Sétif, Percé Ciné, qu'on salue. Voilà. Un ciné-club qui est actif depuis 10 ans. C'est le médiateur, Là, c'est le médiateur, c'est le formateur côté communication. Parce qu'il y a eu une formation qui tournait autour de la gestion des ciné-clubs, de la communication des ciné-clubs, mais aussi on a eu pendant 2 jours tout ce qui est aspect technique du cinéma. Justement, allez, on va revoir tout ça. C'est-à-dire, en quoi consiste Ciné-Fabrica? Il y a 12. Il y a une formation qui va être structurée en plusieurs sections, je pense, en plusieurs. Mais un petit rappel, le petit programme, voilà. D'accord. Alors, Ciné-Fabrica. Comme on voit là maintenant, il y a un petit cours. Voilà, c'est communiquer efficacement. On le voit derrière, bien comme il faut. Le principe de Ciné-Fabrica, c'est de regrouper des ciné-clubs algériens et des ciné-clubs tunisiens. Comme on a 2 pratiques qui sont un peu différentes, mais qui sont, on va dire, complémentaires. C'est en regroupant les 2 parties, on essaye de créer une sorte de feuille de route afin de permettre aux futurs ciné-clubs ou bien aux ciné-clubs qui existent déjà d'avoir une sorte de manuel de procédure pour la gestion et la création d'un ciné-club. On parle d'osmose là un petit peu, c'est une osmose de la façon de faire de part et d'autre, c'est ça quoi. C'est ça. Parce que vous avez dit on a une pratique spéciale, je veux dire particulière chez nous, et une pratique, juste pour être curieux, qu'est-ce que vous appelez pratique ici et une autre pratique en Tunisie? C'est dans l'action, c'est dans la programmation, c'est dans tout. Déjà, on commence par le cadre légal d'un ciné-club. Il y a une certaine différence entre l'aspect juridique algérien et l'aspect juridique tunisien. De là, on va vers une organisation générale des ciné-clubs en Tunisie. Ils ont la Fédération tunisienne des ciné-clubs qui regroupe la majeure partie des ciné-clubs sur le territoire tunisien. Ici en Algérie, on n'est pas fédéré.
À partir de là, on a tout ce qui est programmation, tout ce qui est principe de fonctionnement, tout ce qui est type de cinéma à projeter, tout ce qui est communication. D'ailleurs, c'est autour de ça que la première partie de la formation qui s'est déroulée à Hammamet s'est portée sur ces points-là. Et là, on attend pour le mois d'octobre la deuxième partie de cette formation qui se déroulera, Inch'Allah, ici en Algérie. Justement, là, parce que vous parlez de fédérer, là-bas c'est plus fédéré, ici, question de professionnaliser encore plus, je dirais, le ciné-club, c'est-à-dire le ciné-club. J'ai vu aussi qu'il y a eu la présence... C'est vrai que le ciné-club est né ici, les ciné-clubs sont nés d'un élan très amateur. Oui. Voilà. C'est la base d'un ciné-club, je pense, à mon humble avis, c'est-à-dire l'élan, je dirais, le socle, c'est amateur, ce sont des gens qui à la base passionnés de cinéma, qui décident de se regrouper, et à partir de là, ce qui va changer de part et d'autre, c'est la formation, la programmation et tout. Mais à la base, c'est amateur, je pense, c'est à mon avis. Non, mais parce qu'il y a eu un exemple, la Cinémathèque avait son propre ciné-club, qui était une structure qui dépendait d'une structure officielle. Officielle, donc, voilà, ça c'est pour rejoindre... C'était une autre manière, une autre démarche. Voilà, c'était une autre époque, une autre manière, mais la Cinémathèque avait une mission, on était dans une autre époque. Tout à fait. Voilà, ça fait toujours partie des prérogatives de la Cinémathèque algérienne, c'est de créer, de soutenir. Vous avez organisé à plusieurs reprises. Oui, nous-mêmes on a travaillé à la Cinémathèque d'Alger, on active toujours à la Cinémathèque d'Alger pour quelques événements particuliers. Après vous avez le ciné-club de Béjaïa Projecteur qui eux active aussi au niveau de la Cinémathèque de Béjaïa depuis 2003 si je ne me trompe, ou 2002. Depuis pas mal d'années en tout cas. Depuis pas mal d'années. Il y a aussi le ciné-club de Mascara, qu'on salue d'ailleurs, c'est pratiquement nos doyens. C'est l'un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien ciné-club algérien qui est toujours actif jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, qu'on salue particulièrement. Juste une petite question. Donc, on va revenir à Ciné Fabrica. Justement, quand vous parlez des différents ciné-clubs dans différentes régions, et là, vous avez parlé tout à l'heure de fédération. Est-ce qu'il est question ici, à Alger, une question tout simple, de fédérer aussi, d'avoir une plateforme juridique qui regrouperait tous ces ciné-clubs pour une action commune ou Pour le moment, on se penche beaucoup plus sur la création d'un réseau. Un réseau national qui va regrouper tous les ciné-clubs en même temps. Et par la suite, on verra ce que l'avenir nous propose. Justement, je dis ça parce que vous proposez des thématiques. La programmation, c'est propre. C'est un univers à part. Je parle de la programmation. Il y a d'autres ciné-clubs qui ont peut-être leur propre, et qui ont sûrement leur propre univers. Il y a une vision qui change de part et d'autre, votre vision par rapport au 7e art, ou autre, sans sortir des codes cinématographiques. Mais ça serait bien, je dirais pas, ça serait bien peut-être une expérience commune, dans le sens où la même thématique sillonnerait un petit peu, ou serait projetée un petit peu dans plusieurs régions. Je sais pas, là vous avez décidé de parler d'un cycle, allez hop, le cycle italien, à travers, je dirais, un réalisateur précis, ou autre. Et ça serait de même, je dirais, à Mascara, ou ça serait de même tout. Voilà, c'est ça ce que j'appelle fédérer en dehors du concept juridique. Je dirais une thématique qui sillonnerait une thématique commune. Voilà. Pourquoi pas créer une sorte de réseau de distribution entre les ciné-clubs et permettre surtout aux réalisateurs algériens de faire découvrir leurs travaux cinématographiques à travers ce réseau national des ciné-clubs. Mais c'est ça le but de la création, pour commencer à créer un réseau qui regroupe... C'est d'entretenir le débat entre les créateurs et leur public, c'est d'être ce petit trait d'union entre eux. Exactement. Ça, c'est le premier rôle d'un ciné-club, surtout ici en Algérie, vu... Comme tu l'as dit tout à l'heure, on manque largement de salles de cinéma, mais ce ne sont pas les salles de projection qui manquent. Parce qu'il y a plusieurs ciné-clubs qui activent dans des maisons de culture, dans des maisons de jeunes, dans des petites salles qui sont proposées par des privés ou bien par des particuliers ou bien par des institutions publiques. Ils activent quand même, ils organisent des projections. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des salles qui sont fermées jusqu'à là, peut-être que je me trompe. La salle Afrique, je ne sais pas, qui a été rénovée et fermée depuis. Vous avez d'autres salles qui sont plus, je dirais, alignées pour une action via un ciné-club que pour grand public, parce que moi je suis un adepte, je le dis, faut le dire, là c'est les multiplex maintenant, les gens parlent des multiplex, mais je parle des cinémas qui ont été rénovés, des salles de cinéma, et qui sont restées, je dirais, portes fermées.
vides. Et vous êtes à la recherche, il y a plein de ciné-clubs qui voudraient bénéficier de ces salles pour promouvoir une action culturelle. Je ne parle pas simplement de vous, là je parle par exemple, peut-être, je ne sais pas, moi, des stand-up, voilà, de part et d'autre. Là, je reviens tout de suite. Pour finir, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais un petit peu, parlez-moi de votre expérience en Tunisie, c'était agréable, je veux dire, en dehors du... Franchement, la formation était très complète. On est passé par la gestion des projets pour lancer le projet de création d'un ciné-club parce que ça reste un projet en lui-même. De là, on est passé au côté communication, comment savoir communiquer efficacement autour de son ciné-club. On a terminé par 2 jours de formation technique autour du cinéma. En dehors de la formation, on a été très très bien accueillis. On remercie énormément nos frères tunisiens qui nous ont accueillis chaleureusement et merveilleusement bien. Le côté algérien qui a pris en charge toute cette procédure de mise en contact et qui a participé activement à la création de cette initiative si particulière de Cinéfabrica. Et on espère surtout que la prochaine session, la session algérienne sera tout aussi belle, je le souhaite. La présence de Nedjib Ayed. Exactement, ça a été l'un des journées cinématographiques de Carthage. Et qui nous donne le code professionnel et l'intérêt porté aussi par la Tunisie sur, je dirais, cette formation-là. Voilà. Merci Nabil. De rien. On va remercier même la mouche qui n'arrête pas de taler. Monsieur. Merci la mouche. Prochainement, voilà. C'est la mouche 2, c'est le prochain film. C'est le prochain film. 3. Le 2 est sorti. Ça y est, déjà. Ils sont arrivés au 3e dans la mouche. Là, la mouche, c'est sorti déjà. Il y a eu même un reboot, parce que maintenant, c'est les remakes, les reboots, c'est-à-dire on prend la même histoire, il n'y a que ça. Très bien. Prochain cycle que vous proposez ou prochaine projection de Cinuvert, ce sera quand prochainement, on va être présent au Racontar. Du 19 au 26 juillet. On va être à Bouzguene. Le programme n'est pas encore fixé à 100%, mais ça sera généralement et essentiellement des films algériens qu'on va faire découvrir au public, avec lequel on va débattre en plein air, j'espère. En plein air, les Racontars, du 19 au 26. Et j'espère que vous passerez un bon séjour. Voilà, dans cette zone montagneuse vraiment très belle, très rafraîchissante en été. Très très chaude aussi. Lui, il n'est pas content. Vous êtes convié, Nabil, ou pas? Oui, bien sûr. Vous y allez? Chaque fois. Vous allez nous faire de beaux comptes rendus du Racontar? Ouais, mais je serai en congé, je pense. Ça sera raconté ailleurs et par quelqu'un d'autre. Profitez-en donc en qualité justement de spectateurs et de participants. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Et je vous souhaite une bonne saison pour